L'une des fins les plus décevantes de toute l'histoire humaine survint le 4 septembre de l'an 476. Ce jour-là, un empire qui, à son apogée, s'étendait des confins de la Bretagne septentrionale jusqu'au désert de Syrie et d'Afrique du Nord, s'effondra. Mais il ne disparut pas dans un fracas grandiose. Au contraire, il s'éteignit dans un silence pitoyable, comme un souffle mourant. Déjà, le sac de Rome par Alaric en l'an 410 avait sonné comme un glas. La ville, affaiblie par des décennies de troubles politiques et de guerres, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Quelques décennies plus tard, Odoacre força le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, âgé de seulement 16 ans, à abdiquer. Le destin de ce jeune souverain déchu demeure inconnu, mais son renversement marqua la fin d'une entité politique qui avait dominé l'Occident pendant des siècles. À l'Est pourtant, l'Empire ne mourut pas. La capitale, transférée à Constantinople dès 330 par l'empereur Constantin, avait déjà pris une importance décisive depuis plus d'un siècle. Rome, désormais, ne conservait plus qu'une valeur symbolique, comme héritage idéologique et souvenir glorieux. La division opérée en 395 par Théodose Poignet officialisa ce partage entre Orient et Occident. Pour les Byzantins, l'idée de Rome demeura un idéal, un modèle à restaurer. Le rêve d'une rénovation impérie, la restauration de l'Empire, devint une obsession. Mais ce rêve ne fut véritablement incarné qu'avec l'ascension d'un homme, Justinien. Né vers l'an 482, dans une famille modeste de paysans d'Illyrie, dans une région correspondant aujourd'hui au nord de la Macédoine, Justinien semblait loin d'un destin impérial. Sa langue maternelle était le latin, et il fut probablement le dernier empereur à le parler naturellement. Après lui, le grec deviendrait la langue officielle de l'Empire. Son oncle, Justin, servait alors dans la garde impériale, unité prestigieuse fondée en l'an 460 par l'empereur Léon Ier. Grâce à lui, le jeune Justinien reçut à Constantinople une solide éducation en droit, en théologie et en histoire romaine. 3 disciplines qui orienteraient toute sa vie. Lorsque l'empereur Anastasé mourut en 518, Justin parvint à s'imposer comme souverain, malgré des origines humbles. Mais derrière lui, c'était déjà son neveu qui exerçait l'influence véritable. En 521, Justinien fut nommé consul, puis commandant de l'armée d'Orient. Le 1er août de l'an 527, à la mort de son oncle, il monta sans surprise sur le trône. Son ascension fulgurante, de fils de paysan à maître de l'Empire romain d'Orient, demeura un exemple unique de mobilité sociale dans l'Antiquité tardive. Pour Justinien, gouverner ne signifiait pas seulement régner sur des terres et des armées. L'Empire devait être cimenté par une identité commune, et rien ne représentait mieux cette unité que la loi. Dès le début de son règne, il entreprit une œuvre juridique monumentale. Entre 529 et 534, son administration compila, harmonisa et refonda des siècles de textes législatifs romains. Le résultat, connu sous le nom de Corpus Juris Civilis, la somme du droit civil, devint l'une des bases du droit européen et inspira encore le droit canon de l'Église. Ce recueil comprenait le Code justinien, le Digeste, les Institutes et enfin les Novelles, ces dernières rédigées en grec, signe de la prédominance culturelle de l'Orient. L'influence de cette œuvre perdure aujourd'hui, bien au-delà des ambitions politiques de l'empereur. Mais si Justinien resta célèbre comme législateur, il demeura avant tout un souverain d'action, confronté aux défis de la guerre, de la révolte et des catastrophes. Son règne fut traversé de drames et d'exploits. L'un des épisodes les plus marquants survint en l'an 532, les émeutes de Nika. Le cirque de Constantinople, immense hippodrome voisin du palais impérial, attirait les foules passionnées par les courses de chars. 2 factions,
Les bleus et les verts dominaient les gradins, mais leur rivalité dépassait le simple sport. Elle reflétait des tensions sociales, religieuses et politiques profondes. La fiscalité écrasante et l'impopularité des conseillers de l'empereur, notamment triboniens, suffisaient à embraser la colère populaire. Lorsque l'exécution mal préparée de quelques fauteurs de troubles tourna au fiasco, la foule se souleva. Le 13 janvier, lors d'une course, les cris de soutien aux factions se transformèrent en un seul mot d'ordre. Nika, victoire. La ville entière se souleva, des incendies embrasèrent les quartiers, et la foule tenta même de prendre d'assaut le palais. Pendant une semaine, Constantinople fut livrée au chaos. On réclama la destitution de Justinien. L'empereur, pris de panique, songea à fuir. Mais c'est alors que son épouse, l'impératrice Théodora, lui rappela que le pourpre est le plus noble des linceuls. Autrement dit qu'il valait mieux mourir empereur que vivre dans l'humiliation de l'exil. Permettez-moi, chers auditeurs, d'ouvrir ici une parenthèse. Si ces récits d'histoire, de grandeur et de tragédie vous passionnent, je vous invite avec respect à soutenir ce travail. Abonnez-vous à Historien Silencieux, laissez un commentaire avec vos impressions et aimez cette vidéo. Votre soutien est précieux pour continuer à faire revivre les grandes pages de notre passé. Revigoré par les paroles de Théodora, Justinien prit une décision radicale. Ses généraux, Narsès et Bélisaire, reçurent l'ordre de reprendre la main. Par la ruse et la force, ils attirèrent les factions rivales dans l'hippodrome, puis y massacrèrent la foule révoltée. 30 000 personnes périrent en un seul jour, l'un des bains de sang les plus terribles de l'histoire romaine. Mais l'empereur sortit de cette épreuve plus puissant que jamais. Sur les ruines de la capitale incendiée, il entreprit de rebâtir un nouvel écrin pour sa gloire. C'est ainsi qu'allait naître, quelques années plus tard, l'un des monuments les plus célèbres du monde, la basilique Sainte-Sophie. Après la répression sanglante des émeutes de Nika, l'empereur Justinien sortit renforcé, mais il n'avait pas pour autant atteint ses objectifs. Sa vision dépassait les simples frontières de l'Orient. Il rêvait de restaurer la grandeur de Rome et de réunifier l'Empire tel qu'il l'avait été sous Trajan et Constantin. Pour accomplir ce projet audacieux, il se lança dans une série de campagnes militaires aussi ambitieuses que périlleuses, à l'est comme à l'ouest. Le premier défi vint de l'est. Depuis plusieurs décennies, les tensions avec l'Empire sassanide, rival redoutable installé sur les terres de la Perse, s'étaient intensifiées. Dès l'an 526, éclata la guerre connue sous le nom de guerre d'Ibérie, du nom du royaume situé dans l'actuelle Géorgie. Ce conflit, alimenté par des différends commerciaux et religieux, plongea les deux empires dans une lutte acharnée. Après quelques succès initiaux, comme la victoire romaine à la bataille de Dara en 528, les troupes de Justinien subirent des revers sévères, notamment à Callinicum en 531. Finalement, un traité fut signé en 532, la paix perpétuelle. Mais ce n'était qu'une trêve fragile. L'empereur voulait surtout concentrer ses forces sur l'ouest, car c'était là que se trouvait le cœur symbolique de Rome. L'Afrique du Nord, autrefois province romaine prospère, était tombée sous la domination des Vandales depuis plus d'un siècle. En 530, la mort du roi Hildéric et l'usurpation de son trône par Gélimère offrirent à Justinien le prétexte qu'il attendait. Il envoya son général le plus talentueux, Bélisaire, à la tête d'une armée d'élite. L'expédition fut un triomphe. En décembre 533, à la bataille de Tricamarum, les Vandales furent écrasés. L'année suivante, Gélimère fut capturé et ramené à Constantinople où il fut exhibé lors d'un triomphe impérial, une scène digne de la grandeur antique. Cette victoire rendit à l'Empire les riches provinces d'Afrique du Nord et ouvrit la voie à de nouvelles conquêtes. Fort de ce succès, Justinien se tourna vers l'Italie, autrefois berceau du pouvoir romain, désormais sous le contrôle des Ostrogoths.
En 534, l'assassinat du roi ostrogoth Théodate par Vitigès déclencha la guerre. En 535, Bélisaire débarqua en Sicile, qu'il conquit rapidement, puis remonta vers Naples et Rome. En 536, il entra dans l'ancienne capitale impériale, acclamée par la population. Cependant, la campagne d'Italie ne faisait que commencer. Loin d'être vaincus, les Ostrogoths se regroupèrent sous la direction de Totila, chef charismatique et stratège redoutable. Pendant des années, les armées byzantines et gothiques s'affrontèrent dans une succession de sièges et de batailles meurtrières. La ville de Rome changea de main plusieurs fois, ravagée à chaque occupation. Milan fut prise et saccagée dans une horreur telle que des milliers d'habitants périrent. En 540, Bélisaire marcha sur Ravenne, capitale des Ostrogoths, et obtint leur reddition. Mais alors qu'il semblait sur le point de parachever la reconquête, Justinien le rappela brusquement à Constantinople. La raison: une nouvelle menace à l'est. Les Sassanides avaient violé la paix et envahi la Syrie romaine. Pendant que Bélisaire défendait l'Orient, Totila reprenait l'offensive en Italie. Ses victoires à Faenza en 542 et son génie militaire redonnèrent espoir aux Ostrogoths. Il reprit Rome, humiliant les forces impériales. Conscient de l'urgence, Justinien rappela à nouveau Bélisaire en Italie, mais les ressources manquaient et les campagnes s'enlisaient. Finalement, ce n'est qu'en 552 que le général Narsès, successeur de Bélisaire, écrasa définitivement Totila à la bataille de Busta Gallorum, avant de remporter la victoire finale à Mons Lactarius la même année. En 554, les Byzantins vainquirent les Francs à la bataille de Casilinum, assurant à Justinien le contrôle de la péninsule italienne. Mais cette reconquête eut un prix terrible. Les villes étaient ruinées, les campagnes dévastées et les populations décimées. L'Empire avait retrouvé des territoires, mais il y avait gagné des provinces fragiles et difficiles à administrer. Au cœur de ces exploits militaires se trouvait la figure exceptionnelle de Bélisaire, considéré par beaucoup comme l'un des derniers grands généraux de l'Antiquité. Fidèle serviteur de Justinien, il incarna l'idéal romain: courage, discipline et ruse stratégique. Il fut l'artisan des victoires d'Afrique, d'Italie et d'Orient, souvent à la tête de forces inférieures en nombre. Pourtant, sa relation avec l'empereur fut marquée par la méfiance. En l'an 562, Bélisaire, déjà âgé, fut accusé de comploter contre Justinien. Jugé et brièvement emprisonné, il fut finalement gracié. Une légende née au Moyen Âge raconte qu'il aurait été aveuglé et réduit à mendier dans les rues de Rome, implorant la charité de passants indifférents. La plupart des historiens rejettent ce récit comme une invention tardive, mais l'histoire de Bélisaire reste celle d'un héros tragique, un conquérant éclipsé par l'ombre de son maître. À mesure que Justinien accumulait les victoires, son ambition semblait sans limite. Pourtant, son règne fut aussi marqué par des catastrophes imprévues qui faillirent anéantir tous ses efforts. Parmi elles, la plus redoutable fut la Grande Peste de 542. Cette pandémie, aujourd'hui identifiée comme la peste bubonique, frappa Constantinople avec une brutalité inouïe. On estime que des centaines de milliers de personnes périrent. Les cadavres s'entassaient dans les rues, et même l'empereur, atteint par la maladie, ne survécut que par miracle. Comme si cela ne suffisait pas, une série de tremblements de terre et de famine vinrent aggraver la crise. Le plus violent, en 551, dévasta Beyrouth et les côtes du Levant, provoquant un tsunami qui fit des dizaines de milliers de morts. Le rêve de Justinien semblait menacé de toutes parts: les guerres, les révoltes, les catastrophes naturelles. Mais malgré ces épreuves, l'empereur refusa d'abandonner son projet de restaurer la gloire impériale. Son arme la plus durable n'était peut-être pas l'épée, mais la pierre.
Sur les ruines de Constantinople incendiées, il lança d'immenses chantiers pour redonner à la capitale une splendeur inégalée. L'œuvre maîtresse de ce programme fut la basilique Sainte-Sophie, commencée en 532 et achevée en 537. Son dôme colossal, ses mosaïques étincelantes et son architecture audacieuse symbolisaient la puissance retrouvée de l'Empire. Lorsque Justinien entra pour la première fois dans la basilique achevée, la légende rapporte qu'il s'écria « Salomon, je t'ai surpassé ». Le règne de Justinien, à ce stade, semblait toucher son apogée. L'Afrique, l'Italie, une partie de l'Espagne, tout cela appartenait à nouveau à l'Empire. Constantinople rayonnait d'un éclat nouveau et l'autorité de l'empereur paraissait incontestée. Pourtant, derrière ces victoires se profilaient de nouvelles tensions, des fragilités profondes et une relation de plus en plus complexe entre Justinien, son peuple et son héritage. Si l'histoire retient Justinien comme l'un des souverains les plus puissants et ambitieux de l'Antiquité tardive, elle ne peut être comprise sans évoquer le rôle fondamental de son épouse, l'impératrice Théodora. Leur destin commun incarne la fusion entre passion, pouvoir et religion dans un empire byzantin à la fois éclatant et fragile. Théodora naquit vers l'an 500, dans une famille modeste, probablement liée au monde du spectacle. Selon la tradition, son père, Acacius, était dompteur d'ours dans l'hippodrome de Constantinople, tandis que sa mère travaillait comme danseuse et actrice. Issue d'un milieu populaire, Théodora gravit les échelons de la société par son intelligence, son audace et son ambition. Sa rencontre avec Justinien transforma radicalement sa vie. À cette époque, une loi interdisait à un futur empereur d'épouser une femme issue du monde du théâtre, jugée immorale. Mais Justinien, profondément épris, fit abroger cette loi grâce à son oncle, l'empereur Justin. Leur mariage, célébré en 525, marqua le début d'un partenariat unique dans l'histoire impériale. Théodora ne fut pas seulement une épouse, elle devint la conseillère la plus influente du souverain. Son influence se manifesta avec éclat lors des émeutes de Nika, en 532. Alors que Justinien envisageait de fuir Constantinople, effrayé par la révolte populaire, c'est Théodora qui l'en empêcha, prononçant des paroles devenues célèbres. « Le pourpre est le plus noble des linceuls ». Cette déclaration glaçante força l'empereur à rester, à affronter la crise et finalement à écraser la révolte dans un bain de sang. Sans elle, l'histoire de l'Empire aurait pu basculer ce jour-là. Mais Théodora n'était pas qu'une figure politique, elle fut également une fervente actrice des débats religieux qui déchiraient le monde byzantin. Alors que Justinien défendait la doctrine du concile de Chalcédoine, elle soutenait les miaphysites, un courant chrétien minoritaire rejeté par l'orthodoxie officielle. Sa protection de ces communautés persécutées fit d'elle une figure controversée. Pour certains, elle incarnait la compassion et la tolérance. Pour d'autres, elle sapait l'unité religieuse de l'Empire. La mort de Théodora, survenue en 548, probablement des suites d'un cancer, fut un tournant dans le règne de Justinien. Dévasté, l'empereur continua de mener des politiques visant à rapprocher les différentes doctrines chrétiennes, mais il ne retrouva jamais une conseillère de son envergure. Dans ses nouvelles lois, il la mentionna comme « ma partenaire dans les délibérations », une reconnaissance rare dans un monde où le pouvoir féminin était souvent relégué à l'ombre. Parallèlement à ses luttes politiques et religieuses, Justinien poursuivit son projet monumental de législation. Le Corpus Juris Civilis, entamé dès le début de son règne, fut enrichi par les novelles, une série de nouvelles lois rédigées en grec, la langue désormais dominante dans l'Empire. Ce corps juridique, synthèse de plusieurs siècles de traditions romaines, byzantines et chrétiennes, dépassa largement son époque. Il devint la base du droit dans une grande partie de l'Europe médiévale et inspira directement le droit canon de l'Église,
avant d'être redécouvert à la Renaissance et d'influencer les systèmes juridiques modernes. L'héritage de Justinien vit encore aujourd'hui dans les principes fondamentaux du droit civil. Cependant, la gloire impériale eut un prix. Les guerres de reconquête, les catastrophes naturelles et la grande peste de 542 épuisèrent les ressources de l'Empire. Constantinople, malgré sa magnificence retrouvée, restait vulnérable. Les provinces reconquises, notamment l'Italie et l'Afrique, furent difficiles à défendre face aux invasions barbares et aux soulèvements internes. La fin du règne de Justinien fut marquée par un contraste saisissant. D'un côté, il avait accompli ce qu'aucun empereur depuis des siècles n'avait osé rêver, redonner à l'Empire la splendeur de Rome. De l'autre, il laissait derrière lui un héritage complexe, fait de gloire et de fragilité. À sa mort, en l'an 575, Constantinople pleura l'un de ses plus grands souverains. Son corps fut inhumé dans l'église des Saints Apôtres, monument qu'il avait lui-même fait restaurer. Pour les contemporains, Justinien était un monarque inspiré par Dieu, mais aussi un homme d'une volonté de fer, prêt à user de la force pour atteindre ses objectifs. Pour les historiens modernes, il représente une figure charnière, le dernier empereur romain et le premier grand souverain byzantin. Il fut à la fois héritier du passé antique et précurseur d'un nouvel ordre méditerranéen. L'empreinte qu'il laissa ne se mesure pas seulement en conquête ou en monument, mais aussi dans la mémoire collective. La basilique Sainte-Sophie, chef-d'œuvre de son règne, devint l'un des symboles les plus durables du génie humain. Son dôme colossal, baigné de lumière, semblait défier le temps et la gravité, tout en rappelant la vision d'un empereur qui voulait unir le ciel et la terre dans un même édifice. Aujourd'hui encore, les historiens débattent. Justinien fut-il un génie visionnaire ou un souverain imprudent qui fragilisa l'Empire à force d'ambition démesurée? Peut-être les deux. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que son nom résonne encore comme l'un des plus grands de l'histoire. Ses lois, ses monuments et son rêve de réunification de l'Empire continuent d'inspirer et de fasciner, 15 siècles après sa mort. À travers son règne, se dessine le portrait d'un monde en transition, où l'héritage de Rome survivait dans les fastes de Byzance, où les religions rivalisaient pour le pouvoir et où l'histoire se réécrivait chaque jour sur les rives du Bosphore. En redonnant à Constantinople son éclat, Justinien offrit à l'Empire byzantin plusieurs siècles de rayonnement, même si son rêve de restaurer la gloire totale de Rome demeura inachevé. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme qui, parti d'une humble origine, devint l'un des plus grands bâtisseurs de l'histoire humaine. Un empereur qui voulut défier le temps et les frontières, un souverain dont l'ombre plane encore sur les ruines, les mosaïques et les lois qu'il a laissées en héritage.